le règlement médical en ce qui concerne l'ULM. Donc, vous savez que l'ULM, elle se différencie de l'aviation certifiée par le fait que l'aviation certifiée, elle a besoin d'un certificat médical aéronautique fait par un médecin aéronautique de classe 2, alors que en ULM, pour avoir la licence au niveau de la fédération, la première licence au niveau de la fédération, il suffit d'avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'ULM. Et ce certificat, il n'y a pas besoin d'un médecin aéronautique pour l'établir. Il peut être établi par tout médecin généraliste ou spécialiste. Et ceci dans la communauté européenne et la Suisse. À titre d'exemple, et pour voir un peu le contrario de ce qui se passe, en Angleterre, il n'y a même plus besoin de certificat médical du tout, même pas d'un médecin généraliste. Il suffit qu'il y ait une autodéclaration qui est faite par le pilote et qu'il répond bien aux exigences médicales. Et cela suffit non seulement pour la pratique de l'ULM, mais aussi pour le PPL et le LAPL. Et cette déclaration, elle est faite une fois avant 70 ans et tous les 3 ans après 70 ans. Donc, pas de visite médicale tant que le pilote vole en Angleterre. Et vous voyez un peu la différence qu'il y a par rapport à notre réglementation. Alors, important, tu précisais, c'est à la première licence qu'il faut ce certificat. Après, le renouvellement de licence. Voilà. Alors, le renouvellement de licence, il va se faire tous les ans par le questionnaire médical d'auto-évaluation qui est établi par le ministère des Sports pour le renouvellement de toute licence d'une fédération sportive. Donc voilà le QS Sport tel qu'il se présente et j'espère que chacun répond aux questions de façon quand même tout à fait honnête parce qu'il s'agit de sa propre santé. Et quand on répond de façon négative à toutes les questions de ce QS Sport, on le déclare qu'on a répondu de façon négative et on peut renouveler de nouveau la licence. Alors, je ne sais pas si là, on ne voit pas très bien, mais les questions qui sont posées là-dedans, je crois qu'on vous demande si dans les 12 mois précédents, un des membres de la famille a eu un décès subi, ou est-ce que vous avez eu un problème cardiaque, des douleurs thoraciques, des problèmes pulmonaires type asthme, etc. Ou est-ce que vous avez eu des problèmes osseux, de fractures ou autres. Donc, si on répond de façon négative à toutes ces questions, on peut renouveler sa licence. En cas d'interruption de la licence, si on n'a pas fait ça tous les ans, si on veut demander une nouvelle licence, un nouveau certificat médical est nécessaire. En ce qui concerne les compétitions, et ça on me pose souvent la question parce qu'il y a des compétitions qui sont faites au niveau de la fédération, là il faut un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'ULM en compétition. Il faut que ce soit précisé en compétition et ce certificat, il n'est valable qu'1 an. Comme dans d'autres sports, la course à pied, c'est pareil, voilà. Quand on veut faire un trail. Exactement, 1 an à la date de la fin de la compétition. Donc, on a vu que pour le LAPL, la Grande-Bretagne, pas de visite médicale généraliste, elle est supprimée. Les textes européens, qu'est-ce qu'ils disent? Visite médicale chez un médecin généraliste et non aéronautique. Je parle bien du LAPL, PPL, même pas, je ne parle pas de l'ULM. En France, on maintient, malgré cela, malgré les textes européens, on maintient le certificat médical classe 2 par médecin aéronautique. Est-ce que la réglementation va évoluer par la suite? On ne sait pas. Dans la spécificité de l'ULM, dans notre réglementation, une pathologie traitée et stabilisée ne présente plus une contre-indication à la pratique de l'ULM.
Et c'est un peu à contrario de ce qui se passe dans l'aviation certifiée. Et je vais vous donner quelques exemples de pathologies que j'ai eu à traiter, de dossiers que j'ai eu à traiter au cours des 2 dernières années qui m'ont été soumis par des licenciés et qui demandaient s'ils pouvaient continuer ou non à pouvoir voler. Essentiellement, la plupart des dossiers, ça concernait la pathologie cardiaque. Et en pathologie cardiaque, ce qui arrive en premier, c'est ce qu'on appelle l'ACFA, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Qu'est-ce que c'est l'ACFA? C'est en principe un cœur qui bat normalement avec un rythme sinusal. Vous avez l'oreillette qui se contracte pour chasser le sang dans le ventricule. Ensuite, le ventricule se contracte pour chasser le sang en dehors du cœur. Et c'est ce qu'on appelle un rythme sinusal. Après chaque contraction de l'oreillette, il y a une contraction du ventricule. Dans l'ACFA, l'oreillette ne se contracte plus normalement. Au lieu de faire une contraction normale, elle va fibriller, ce qu'on appelle une fibrillation, c'est-à-dire elle va faire des petites contractions, des mini-contractions permanentes. Ce qui fait que le ventricule ne sait plus à quel moment il doit se contracter puisqu'il n'y a plus de contraction réelle au niveau de l'oreillette. Et cette fibrillation au niveau de l'oreillette va générer des caillots qui peuvent se former dans l'oreillette puisqu'elle ne se vide plus complètement. Et le danger, c'est qu'un de ces caillots puisse partir dans la circulation générale et il peut aller dans une artère du cerveau, provoquer un accident vasculaire cérébral, dans une artère au niveau des membres inférieurs, provoquer une ischémie, ou au niveau des artères digestives avec l'infarctus mésentérique, etc. Donc, le danger de l'arythmie, c'est ça. C'est la formation de ces caillots. Ce qui fait que le traitement d'urgence, c'est les anticoagulants. On va donner des anticoagulants pour éviter la formation de ces caillots et éventuellement diluer s'il y a des caillots qui sont déjà formés. Et en plus des anticoagulants, on va donner des antiarythmiques pour essayer de rétablir un rythme sinusal normal. Et quand tout ça, ça ne marche pas, il y a ce qu'on appelle l'ablation. L'ablation, c'est une intervention qui se fait par les artères. On va monter une sonde qui va aller jusqu'au cœur et on va faire des micro-coagulations là où passent les contractions pour empêcher cette fibrillation et ramener le cœur à un rythme normal. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a rétabli un rythme sinusal, on fait des contrôles à 3 mois, à 4 mois et à 6 mois. Et si on constate que cette pathologie a été stabilisée, bah, il n'y a aucune raison d'empêcher le pilote de voler. Ces pathologies, si elles sont bien soignées, voilà. Voilà, c'est ça l'intérêt et la différence par rapport à l'aviation traditionnelle. Encore que même en aviation traditionnelle, on commence un petit peu à modifier leur façon de voir. Dans la pathologie cardiaque, il y a la pathologie valvulaire, c'est-à-dire qu'il y a des valves qui se trouvent entre l'oreillette et le ventricule ou à la sortie du cœur. Et ces valves, elles peuvent être sténosées, c'est-à-dire resserrées, ou présenter des fuites, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient, les valves, il faut qu'elles laissent passer le sang dans un sens, mais pas dans l'autre. Et s'il y a des fuites, le sang va revenir dans l'autre sens. Et ces pathologies valvulaires, elles peuvent être traitées par chirurgie, par remplacement valvulaire, soit à cœur ouvert, c'est-à-dire à thorax ouvert, soit par voie endovasculaire. On peut remplacer les valves en passant par les artères. Et ceci aussi, une fois que c'est traité, stabilisé, il y a des contrôles qui se font. Et à 6 mois, si les constantes sont bonnes, la reprise de vol est possible. Une dernière peut-être pathologie cardiaque, c'est la maladie coronarienne, qui est aussi une des maladies et des pathologies les plus courantes, qui se traduit par l'angine de poitrine, l'infarctus. C'est la sténose, c'est-à-dire que les artères qui nourrissent le muscle cardiaque peuvent être
obstruées. Alors, ça se présente par des douleurs thoraciques, rétrosternales, en arrière du sternum, qui irradient souvent dans le membre supérieur gauche, une gêne thoracique avec fatigue inexpliquée. Voilà ces artères qui irriguent le cœur. C'est ce qu'on appelle les artères coronaires qui émanent de l'aorte et qui vont aller nourrir le muscle cardiaque. La spécificité de ces artères coronaires, c'est qu'il n'y a pas de connexion entre elles. C'est-à-dire que s'il y a une qui est sténosée ou qui se bouche, le territoire qu'elle irrigue, il va souffrir, et il va se nécroser. Et donc, ça va entraîner des dégâts au niveau du cœur. D'où l'intérêt de les déceler et de les traiter. Donc, cette pathologie coronarienne, elle est traitée souvent par des stents. C'est quelque chose qui se fait par voie endovasculaire. On va rentrer un cathéter soit à travers l'artère radiale, soit à travers l'artère fémorale. On va monter jusqu'à la coronaire qui est sténosée. On va la dilater, c'est ce qu'on appelle l'angioplastie, et on va mettre un stent, une sorte de ressort, qui va empêcher la sténose de se refaire. Et après un traitement de ce type, une autorisation est accordée après une surveillance de 6 mois. D'autres pathologies qui peuvent intervenir, c'est le diabète. Alors, il y a 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 1. Là, c'était le cas d'une femme qui avait un diabète insulinodépendant. C'est le diabète de type 1, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'insuline et qu'il faut compenser par de l'insuline, par des injections d'insuline. Donc, si l'injection d'insuline est bien stabilisée et l'autorisation est donnée, mais avec quelques conseils. Quand il s'agit de diabète, c'est dosage de la glycémie avant chaque vol. De toute façon, quand on est en diabète type 1, on est obligé de contrôler sa glycémie pour savoir quelle dose d'insuline il faut qu'on s'injecte. Et donc, avant le vol, il faut être sûr d'avoir un taux de glycémie qui soit correct. Éviter de voler en cas de stress ou de contrariété, parce qu'on sait que ça peut déséquilibrer le diabète. Avoir toujours à disposition du sucre en cas de sensation de malaise, parce qu'une hypoglycémie, ça va entraîner un malaise et on peut la combattre facilement avec un morceau de sucre. Et éviter de voler seul, de préférence avec un instructeur ou un pilote. C'est quand même une précaution qui est utile en cas de problème. Le diabète de type 2, il est quand même moins contrariant. Ce n'est pas d'injection d'insuline qu'il faut. Il est traité par des hypoglycémiants oraux, c'est-à-dire des médicaments qu'on prend par voie orale. C'est moins de contraintes que l'injection d'insuline. Il est souvent bien équilibré et il y a les mêmes règles hygiéno-diététiques que le type 1, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et pareil, par sécurité, avoir un accompagnant de préférence pilote. Les pathologies neurologiques, il y a ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire, l'AIT. Là, c'était un homme de 63 ans. Vous voyez, ça peut arriver même à tout âge, même quand on n'est pas très vieux. 63 ans, c'est quand même relativement jeune encore. Perte de mobilité et sensibilité membre supérieur gauche. C'est d'un seul coup, ça arrive. IRM en urgence, c'est ça qui est intéressant quand on a ce type de problème. Et pourquoi l'IRM en urgence? C'est pour déterminer quelle est la cause de cet accident ischémique transitoire. Et si on voit que la cause, c'est un caillot qui a bouché une artère au niveau d'un territoire du cerveau, on va faire une thrombolyse. La thrombolyse, c'est la lyse du caillot, c'est-à-dire on va, avec des médicaments, on va liquéfier le caillot pour déboucher l'artère de nouveau et pour que le sang circule à nouveau. Et si on fait ça rapidement, là, dans les 3 heures, c'était fait, on a une récupération rapide et sans séquelles. Là, dans ce cas, la cause de ce caillot, c'était un athérome dans la crosse de l'aorte, c'est-à-dire il y avait une calcification à la sortie du cœur au niveau de la crosse de l'aorte qui avait engendré
ce caillot. Et à long cours après, on va traiter par des antiagrégants plaquettaires, c'est-à-dire de l'aspirine tout simplement. C'est quoi l'aspirine? L'antiagrégant, c'est-à-dire le caillot se forme par les plaquettes qui s'agrègent entre elles se collent entre elles, c'est ce qui forme un caillot. Et pour les empêcher de se coller entre elles, on va donner un médicament qui est l'aspirine, qui est un antiagrégant, qui les empêche de s'agréger, et donc ça permet de garder le sang liquéfié. Dans la pathologie neurologique, vous avez aussi l'accident vasculaire cérébral. C'est le degré de plus que ce qu'on avait vu. L'AIT, c'était l'accident ischémique transitoire. Là, on a quand même une lésion qui va s'installer parce qu'il y a une ischémie au niveau du cerveau. Là, ça peut être aphasie, c'est-à-dire le malade qui ne peut plus parler, parésie, une perte de mobilité ou de force au niveau d'un membre, ou carrément une hémiplégie, c'est-à-dire on est paralysé d'un côté du corps. Là, pareil, la cause, il faut la chercher et ça se fait par l'IRM, une IRM cérébrale en urgence pour un traitement rapide et adéquat. Pourquoi il faut faire une IRM et non pas traiter directement par des anticoagulants? Parce que l'accident vasculaire cérébral, ça peut être dû à une ischémie, c'est-à-dire un caillot qui bouche l'artère, mais ça peut être aussi dû à une hémorragie, c'est-à-dire dans un territoire du cerveau. S'il y a une petite hémorragie, ça va entraîner les mêmes symptômes. Or, si on donne des anticoagulants en cas d'hémorragie, on va aggraver les choses. C'est pour ça qu'il faut savoir exactement quelle est la cause pour la traiter de façon adéquate. Donc, dans toute pathologie neurologique, rechercher et traiter la cause. Après, une fois qu'on a traité la cause, s'il y a des petites séquelles ou des séquelles, on va faire une rééducation appropriée pour récupérer la mobilité ou la sensibilité qu'on a perdue lors de cet accident. Et après récupération et suppression de la cause initiale, la reprise des vols est autorisée. Et là, souvent, il peut y avoir passage de l'aviation générale à l'ULM. Je connais le cas d'un confrère, un collègue chirurgien qui était pilote avion, qui a eu un accident vasculaire, qui a récupéré complètement après rééducation, mais il ne pouvait plus voler en aviation, il ne pouvait plus avoir son classe 2. Et lui qui regardait l'ULM un peu de haut et puis disait c'est quoi ces pilotes d'ULM, ben, il a fini par acheter son ULM et puis de se mettre à l'ULM parce que c'était la seule façon de pouvoir continuer à voler. Alors Jacques, il y a des pathologies assez graves quand même, mais oui, mais on peut traiter, revoler. voilà, exactement. C'est le message que j'essaie de faire passer, que on peut traiter, on peut récupérer, et une fois qu'on a stabilisé en ULM, on peut continuer à voler. Alors, un problème un peu plus difficile, c'est le problème de l'épilepsie, parce que c'est un trouble de conduction électrique dans certaines zones du cerveau. L'épilepsie se manifeste de façon diverse. Il y a la grande crise épileptique où c'est classique, on la reconnaît, perte de connaissance, tremblement, le malade bave, etc. Là, on le reconnaît. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'absence épileptique. L'absence épileptique, c'est des petites crises d'épilepsie qui se manifestent par le fait que quelqu'un qui est en train de parler, tout d'un coup, il s'arrête. Ça peut durer 1, 2, 3 secondes. Et il va reprendre son discours là où il l'avait laissé, sans se rendre compte. C'est l'entourage qui va se rendre compte qu'il y a eu un moment d'absence. Et ça, c'est une épilepsie à minima, c'est l'absence épileptique, et qui peut s'aggraver par la suite. Donc, il y a eu 3 dossiers que j'ai eu à traiter. Il y avait une épilepsie stabilisée par traitement à la dépakine, c'est le traitement habituel depuis plusieurs années. Il y a une épilepsie qui était non stabilisée, mais qui était due, et c'est ce qui était dans le dossier, à une apnée du sommeil. Alors, ce pilote, il avait son permis de conduire retiré, licence avion suspendue, il était en attente de stabilisation avant autorisation ULM. Donc là,
il y a les machines. Si c'est vraiment l'apnée du sommeil, bon, il y a les appareils pour traiter l'apnée du sommeil. Et si on constate qu'après une certaine durée, cet appareillage a permis à supprimer les crises d'épilepsie, ben, on peut reprendre le vol. Et après, quand il y a une épilepsie sur tumeur, ben, ça peut arriver, mais là, au niveau du cerveau, ben, une fois qu'elle est opérée, que la cause a été retirée, et après un temps d'attente et une surveillance suffisante, on peut autoriser la reprise des vols. Il reste un problème qui est difficile à régler, c'est la pathologie du comportement. État dépressif, anxiété, alcoolisme sevré, comportement suicidaire. Malheureusement, ce sont des états qui sont difficiles. On ne peut pas prévoir à l'avance. On peut avoir quelqu'un qui soit tout à fait bien et tout d'un coup, il peut avoir une crise de ce type. Si ça arrive en vol, ça peut être très grave. Donc, dans ce cas, c'est quand même difficile de statuer et de dire si vraiment c'est possible ou pas de continuer à voler. Jacques, il nous reste pas beaucoup de temps. Il faut laisser aussi la place pour Thierry. Ouais, je vais aller plus vite. Oui. Donc, en pathologie ophtalmologique, donc au niveau des yeux, il n'y a pas trop de soucis. Une pathologie corrigée, si elle est corrigée aux alentours de 7 dixièmes, on peut voler. Euh, le daltonisme ne présente pas de contre-indication puisqu'en ULM, il n'y a pas de vol de nuit. Donc, les couleurs n'interviennent pas dans la conduite et euh, dans le pilotage de l'avion. Enfin, appareil locomoteur, il y a eu des cas d'atrophie congénitale, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une main, qui lui manquait la main gauche de façon congénitale. Ben, une adaptation, il y a eu des prothèses avec adaptation de la machine pour la manette des gaz. Amputation complète du membre supérieur, ça a été adapté. Et on a le pôle Andy qui est dirigé par Alain Réveillon qui intervient dans ce sens pour l'adaptation des machines dans le cas du handicap. Pareil, là, on avait même au Tour ULM jeune qu'on a fait, on avait un pilote qui était amputé à mi-cuisse, il avait une prothèse, ben, il pilotait tout à fait, il avait une machine adaptée avec un malonnier et qui permettait de piloter normalement. Enfin, il y a eu le vertige paroxystique. C'est un dossier qui a été analysé par le BEA et c'était en paramoteur. Il y a eu un accident mortel et la seule chose qu'on a trouvée, c'était que dans les antécédents, ce pilote avait eu une fois un vertige paroxystique. Un vertige paroxystique, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça commence à tourner et c'est souvent dû au déplacement de cristaux dans les canaux semi-lunaires de l'oreille interne. Et on ne peut pas prévoir, ça ne peut pas se prévoir, on ne peut pas savoir quand ça peut arriver. Et donc, on a pensé que cet accident était probablement dû à un vertige paroxystique puisque le pilote avait eu ça dans ses antécédents. Tout ceci, donc, on étudie souvent les dossiers et avec le BEA. Moi, je suis en contact direct avec le médecin du BEA, Didier Delettre, et avec Thierry Espel qui est là, qui va intervenir après. Et on a pratiquement une similitude de point de vue en ce qui concerne le médical. C'est-à-dire que ce qu'on trouve qui est important, c'est que le pilote surveille sa propre santé. Et ce n'est pas forcément le certificat médical aéronautique de classe 2 qui va protéger absolument de la survenue d'un problème médical. Donc, ce sera ma conclusion. Ce certificat médical aéronautique n'est pas une garantie absolue de sécurité. Les statistiques et les études anglaises l'ont démontré et c'est pour la raison pour laquelle ils ont supprimé, eux, carrément la visite médicale. Les pathologies traitées et stabilisées sont compatibles avec le vol en ULM, c'est ce qu'on a vu avec les différentes pathologies que j'ai énumérées. Et le véritable façon de se protéger, c'est la responsabilisation du pilote à son état.
physique avant chaque vol. C'est l'élément primordial de sécurité. Comme on check son avion, on fait le tour de son avion, on fait le check de son avion, il est important de commencer par se checker soi-même pour savoir si on est apte ce jour-là à voler. Et pour cela, on peut s'aider avec une checklist. Comme on fait une checklist pour l'avion, on peut faire une checklist pour s'évaluer soi-même. Il y a la checklist qui est ma forme, avec chaque lettre qui peut générer un certain questionnement. M, les médicaments. Est-ce que j'ai pris des médicaments qui peuvent altérer ma vigilance pour que je puisse prendre une décision de façon cohérente en cas de problème? L'alcool, vous savez que notre politique au niveau de la fédération, c'est zéro alcool. Donc, quand on vole, pas d'alcool. C'est pas 0,2, 0,3, etc. C'est zéro alcool. F comme fatigue. Est-ce que ce jour-là, je suis fatigué? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis en forme pour voler? O opérationnel, la forme physique, ça rejoint un peu la fatigue. Maladie, symptômes. Est-ce que j'ai des douleurs? J'ai des maux de tête? Je ne me sens pas bien ce jour-là. R comme repas, alimentation. Il faut être alimenté. L'hydratation, pareil. Le M comme morale. Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai des soucis professionnels, familiaux, affectifs, financiers qui peuvent altérer un petit peu la prise de décision en cas de problème parce que je ne me sens pas tout à fait dans mon état. Et eux, comme excitation, l'excitation du vol, c'est-à-dire que j'ai prévu de voler, j'ai envie de voler ou j'ai demandé, j'ai promis à un ami, à quelqu'un de venir voler. Même si je ne me sens pas bien, mais il y a cette excitation du vol, bah, je vais y aller quand même. C'est peut-être pas la bonne décision. Après, on va finir par ça, c'est le questionnement, c'est l'âge. À quel âge? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut s'arrêter, etc. C'est un problème. C'est plutôt le vieillissement qu'il faut évaluer, et non pas l'âge en lui-même. Et à cette diapo, est-ce que vous arrêtez pas de voler quand vous devenez âgé ou est-ce que vous devenez âgé quand vous arrêtez de voler? Et enfin, qui sort du sujet de la santé, mais je voudrais attirer quand même l'attention, c'est l'utilisation du parachute. Je pense qu'on a la chance en ULM d'avoir des parachutes et il faut se mettre dans la tête qu'il faut les utiliser. Je pense que malheureusement, on a peut-être des décès qui peuvent être économisés grâce à l'utilisation du parachute si on se met dans la tête que si on a vraiment un problème, il faut tirer le parachute. Et là, j'ai l'exemple Pierre. de mon ami Pierre Sibilia qui a perdu une aile en vol au-dessus des Alpes et ils sont sortis indemnes, lui et son passager, par l'utilisation du parachute. Il a fallu tirer le parachute très vite et ils sont sortis pratiquement indemnes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à Thierry Espel du Voilà. BEA avec qui nous collaborons sur les accidents et puis il va nous donner un peu le point de vue du BEA à ce sujet et au sujet de la santé des pilotes. Merci beaucoup, Jacques. Donc, en résumé, hein, savoir renoncer et puis accessibilité. En gros, c'est ça, hein, l'ULM. Bon, c'est très raccourci ce que je dis, mais c'est important. Alors, Thierry, le médical, dans une enquête, alors je rappelle que le BEA collabore avec la Fédération française du LM dans le cas d'accidents mortels. Exactement. Une enquête est ouverte et il peut arriver, enfin, peut-être à chaque fois, vous recherchez parmi les causes aussi une raison médicale. Exactement, ça fait partie des pistes qu'on va regarder. Des pistes. Exactement, pendant nos enquêtes. L'ULM en France, voilà, c'est 20-25 accidents mortels par an. Chiffres qui peuvent vous sembler peut-être faibles au regard du nombre de pilotes,
ou du nombre de machines. Par exemple, la Fédé, c'est à peu près 16 500 licenciés maintenant. Mais derrière, voilà, les drames humains que vont engendrer cette grosse vingtaine d'accidents mortels, il faut aussi pas perdre de vue que c'est ces événements qui vont ternir quelque part aussi l'image de l'ULM en France et tous les a priori qu'il peut y avoir. Le rôle du BEA, c'est vraiment d'essayer de contribuer à l'amélioration de ce niveau de sécurité au travers de nos enquêtes, lors desquelles on va essayer d'établir un petit peu tous les facteurs qui ont contribué à l'accident. Et surtout, comme c'était dit juste avant, une fois qu'on les a identifiés, c'est les communiquer et les partager avec les différents acteurs de l'aviation légère, et notamment la FF Plume pour l'ULM, et bien évidemment les constructeurs quand ça les concerne. Contrairement à certaines idées reçues, il n'y a pas tant de défaillances techniques qui vont vraiment irrémédiablement conduire à l'accident. On en a quelques-unes, mais l'essentiel des événements qu'on va enquêter, alors comme l'a dit Jérôme, c'est surtout les événements mortels qu'on enquête au BEA pour l'ULM. Les facteurs qui auront contribué à l'accident vont plutôt se situer au niveau de la compréhension de la situation par le pilote et sa prise de décision. Tout ce qu'on va appeler bien sûr les facteurs humains, dont on parle beaucoup, donc tout ce qui va quelque part influencer la décision d'un pilote. Et parmi ces facteurs, sur certaines enquêtes, on va se poser la question de l'état de santé, de la compatibilité de l'état de santé du pilote avec le vol entrepris ce jour-là, et du coup questionner sa décision d'avoir entrepris le vol. Et c'est ces aspects médicaux qu'on va regarder. C'est vrai que le régime ULM en fait bénéficie d'un cadre très peu contraignant, on l'a vu, pas d'aptitude médicale, mais les lois du milieu vont s'imposer à tout pilote. L'hypoxie, les accélérations, la chaleur, l'interprétation des signaux visuels, auditifs, avec tout ce qui est désorientation spatiale par exemple, et tous ces facteurs-là s'appliquent à tout pilote, certifié ou pas, hein, c'est universel. Et quelque part, ignorer un petit peu son état de santé, c'est s'exposer à des risques, parfois par méconnaissance, tout simplement. J'ai deux exemples en tête un petit peu pour illustrer. Alors le premier, je ne suis pas coordonné, Jacques l'a abordé, c'est ce fameux paramoteur qu'on a enquêté il y a 1 an ou 2. Alors pourquoi on est parti sur cette piste du vertige, hein? On a un pilote qui fait des évolutions, il décolle, il fait des évolutions tout à fait normales au-dessus du terrain. On a beaucoup de témoins et le paramoteur part en virage, un virage complètement standard. Et le virage, malheureusement, va se poursuivre jusqu'au sol de façon très continue, sans que personne ne voit ni altération, ni action du pilote, ni changement de régime moteur. Quelque chose de vraiment comme s'il n'y avait aucune réaction, et ce jusqu'au sol. Et c'est vrai que pendant l'enquête, on apprend que ce pilote a fait plusieurs malaises liés à des vertiges, notamment sur son lieu de travail. Il était conscient de ces problèmes de vertige. Il consultait un médecin. Et quelque part, derrière, par exemple, quand il a renouvelé sa licence, ça, il n'en a pas parlé dans son questionnaire de santé. Quand il a rempli, il y avait des noms partout. Et finalement, c'est un pilote qui n'a pas bénéficié d'un avis médical pour la pratique de l'ULM. Peut-être qu'il ne s'est pas posé les bonnes questions, peut-être qu'il a minimisé le risque de son état de santé qui commençait a priori à se stabiliser. Il pouvait conduire, il pouvait travailler. Mais en l'air, encore une fois, ce n'est pas la même chose, hein. On a d'autres sensations, c'est de la 3 dimensions. Et on pense vraiment qu'il a été malheureusement victime de ce type de syndrome, quelque part par sous-estimation. J'ai un autre exemple aussi sur lesquels on se questionne sur la décision du pilote d'entreprendre le vol. Un événement assez complexe, en fait, c'est du remorquage planeur. Là, on a vraiment quasiment certitude d'un malaise important lors du décollage, donc avec une perte de contrôle, quelque chose de très compliqué à gérer pour l'élève et l'instructeur derrière avec un planeur déstabilisé. Donc en plus, ça ne va pas engager seulement le pilote, mais ça va aussi engager des tiers. Et malheureusement, perte de contrôle de l'ULM est un événement mortel. Le planeur s'en sort juste avec de la casse. Et pendant l'enquête, pareil, on découvre que le pilote a eu des graves soucis de santé. Il est au courant, il est traité, il a une hygiène de vie irréprochable, le fameux suivi, mais c'est quand même aussi des problèmes lourds. Et d'ailleurs, il pilote toujours planeur, il a une aptitude de classe 2, mais il doit voler obligatoirement avec un pilote à bord, dû au fait d'un très fort risque de malaise. Et là, se pose la question d'un pilote qui va enchaîner à 82 ou 84 ans, je ne me souviens plus,
9 vols de remorqués d'affilée avec toutes les exigences qui vont avec, en étant conscient de son état de santé. Et peut-être que, voilà, encore une fois, il a manqué quelque part de conseils et aussi la responsabilité individuelle et à un moment donné, savoir admettre ses limites. Peut-être qu'il pouvait voler sous certaines conditions, mais peut-être pas 9 remorqués d'affilée avec toutes les exigences que ça comporte derrière. Donc voilà ce type de questions qu'on va se poser, qu'on va mettre en avant dans nos enquêtes quand on peut et qu'on va partager bien sûr avec les différents acteurs. Et tout ça, pour revenir un petit peu sur ce que Jacques avait dit, hein, le maître mot, c'est l'auto-évaluation. Un pilote, c'est vraiment important qu'il se pose des questions sur son état de santé réel. Et surtout, c'est très dur d'avoir une autocritique sur soi, et qu'il prenne avis d'un médecin, que ce soit son médecin traitant, la commission médicale de FFLUM qui est là pour ça, et surtout en absence de contraintes réglementaires, il y a cette facilité d'installer un dialogue avec un médecin. Vous n'avez pas d'aptitude qu'on va vous enlever, et c'est quand même plus facile d'être libre et vraiment d'en parler en toute franchise avec son médecin. Et peut-être la chose la plus dure après, c'est peut-être aussi d'admettre ce qu'il va vous dire et d'admettre son avis, et peut-être derrière devoir adapter ses vols. Voler avec un second pilote, peut-être éviter les vols à haute altitude avec les risques d'hypoxie, peut-être éviter les vols longs, ne plus voler quand il fait 40 degrés. Il y aura peut-être besoin d'adapter son vol. Et ça revient aussi sur la philosophie de l'ULM. Faut pas oublier, c'est de la responsabilité individuelle. Et il ne faut pas le perdre de vue parce que derrière, on va engager sa propre sécurité, mais on peut aussi engager celle de tiers, notamment de passagers. Donc, c'est vraiment important de se poser ces questions. Et quelque part, ce cadre réglementaire, cette liberté ne doit pas comment dire, je veux dire, rimer avec légèreté, même si on est dans le monde de l'ultra léger. Et il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on fait. Pas négliger son état de santé, bien prendre conseil et accepter quelque part des fois ce qu'un médecin va vous dire. Voilà. Et dernière slide, j'ai fait vite, j'espère qu'on a à peu près rattrapé. J'en profite pour une petite promotion de nos rapports. On ouvre à peu près 140, 160 enquêtes en aviation légère par an, c'est à peu près la moyenne, 20-25 sur l'ULM. Et tous nos rapports se concluent toutes nos enquêtes se concluent par un rapport qui est public, diffusé sur notre site. Alors, je suis conscient que ça peut faire beaucoup de rapports. Et pour aider à la lecture, on fait tous les ans un petit bilan de ce qu'on a publié dans l'année par catégorie d'aéronefs. Donc, il y a un petit bilan ULM, avion, hélico, planeur, montgolfière. Et pour chacun, on essaye, pour que ce soit plus facile, n'hésitez pas à aller voir, à trier par thème, à mettre tous les rapports par thème en soulignant quelque part les principaux thèmes qui nous ont alertés au cours d'une année. Qu'est-ce qu'on a vu principalement? N'hésitez pas à aller voir l'avion aussi, pour ceux qui font du 3 axes par exemple, ou l'hélico pour ceux qui font du classe 6. Encore une fois, c'est beaucoup de facteurs humains et vous serez assez surpris de voir combien de thèmes sont communs à toutes ces activités-là. Sur tout ce qui est processus de décision, un être humain reste un être humain. Et beaucoup de points communs aussi bien sur les prises de risques ou le manque d'expérience récente ou sur type, des choses comme ça. C'est des thèmes qui apparaissent, que ce soit du certifié ou non certifié. Voilà, j'ai essayé de faire vite. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Et merci pour votre attention. Très intéressant. Merci beaucoup, Thierry. Est-ce que vous avez des questions très rapidement? C'est un sujet important, le médical. Vous avez compris. C'est le moment. Monsieur Marty. Pour dépasser, merci. Une question peut-être pour Jacques. On a parlé de l'auto-évaluation, donc prise de licence, questionnaire annuel. Tu as rapidement dit, si vous avez tout dans le non, c'est parfait. Et si on fait une croix dans le oui, quel est le process derrière? Alors, s'il y a un oui, il faut aller voir son médecin. C'est-à-dire qu'on a un petit problème de santé déjà, pas seulement pour avoir le certificat de non-contre-indication, mais déjà pour voir pourquoi on a répondu à ce oui et si derrière ce oui, il y a une pathologie à traiter. Et donc, c'est déjà intéressant, c'est déjà important pour la santé elle-même du pilote. Et après conseil du médecin, après traitement éventuel à cause de ce oui, il peut être établi un nouveau certificat médical de non-contre-indication. C'est-à-dire, quand il y a une croix dans le oui, il n'y a pas un circuit fédéral où, par exemple, tu es en lecture de ça? Non, moi j'interviens quand on m'interroge, etc. En revanche, en cas d'accident et d'enquête, ce questionnaire peut ressortir au niveau du BEA. En cas d'enquête, consulté
avec la condition de consultation de ce qui va dans les enquêtes, hein, Oui, ça peut, tout à fait. ça peut quand même. En cas d'accident avec décès, c'est ce qu'on a dit que le BEA intervient uniquement dans les ELM en cas de décès. Nous sommes questionnés par le BEA sur la présence d'un certificat médical, quand est-ce qu'il a été établi, est-ce qu'il y avait des pathologies déclarées déjà, pour les aider dans leur enquête. Je rappelle que l'enquête du BEA, ce n'est pas quelque chose pour réprimander ou pour... c'est juste pour tirer des conclusions, savoir qu'est-ce qui s'est passé et savoir qu'est-ce qu'il faut faire par la suite pour éviter que ça recommence. Merci. Et effectivement, vous avez vu, enfin, ce qu'on vous parlait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu dans tout ce qui est prise de décision, justement, qu'est-ce que le pilote pouvait avoir comme vue de son état de santé, de ses conséquences. Alors, c'est pas toujours évident d'enquêter, pour essayer justement d'apporter un autre regard, d'essayer d'améliorer le retour d'expérience de ces événements malheureux, quoi. Et c'est pas encore une fois pour punir ou contraindre. C'est pas du tout l'état d'esprit. Et pour tout ce qui est médical, il faut savoir, on a un enquêteur médecin chez nous, et c'est lui qui fait l'intermédiaire et qui, quelque part, est garant de ce secret médical. Ça va être lui vraiment l'intermédiaire. Et il va revenir vers l'enquêteur seulement si il estime que ça a eu un impact sur l'événement, parce qu'on est quand même là pour expliquer un accident. Et s'il estime que c'est en dehors, et ben, il gardera ce secret médical pour lui. Et c'est un petit peu comme ça aussi qu'on protège. On n'investigue pas tout n'importe comment. Voilà, on essaye de mettre des barrières pour aussi tout ce qui est protection de la vie privée. Merci beaucoup Thierry Espel, Jacques Ayoub pour cette conférence sur le médical.